Il y a quelque chose pour lequel on va te détester de le savoir. Tu as rencontré une femme il y a 3 mois, au travail, professionnelle, éduquée, avec des valeurs. Elle t'a plu exactement pour ça. Vous avez commencé à sortir ensemble. Tout était parfait. Conversation profonde, respect mutuel, connexion émotionnelle. Et un jour, par accident, tu trouves son portable déverrouillé. Tu vois des conversations avec ses amis, tu vois le type de contenu qu'elle consomme quand elle est seule. Tu vois une autre personne complètement différente. Non seulement différente, opposée. La femme éduquée qui prêchait l'égalité a des fantasmes qui la feraient bannir socialement. La professionnelle centrée et rationnelle fond devant des hommes qui traitent tout comme un jeu de pouvoir. T'a-t-elle menti? Non, mon ami. Quelque chose de bien pire. Tu n'as jamais connu la vraie femme. Tu as seulement vu le masque qu'elle utilise pour survivre socialement. Et pendant que toi tu tombais amoureux de la comédie, un autre homme voyait la version authentique, parce qu'elle n'est pas une seule personne. C'est 3 versions complètement distinctes, et la version qu'elle active avec toi dit tout sur la place que tu occupes dans son monde. Et avant que tu ne viennes avec ton discours de « elles ne sont pas toutes comme ça », avant que tu ne sautes pour défendre l'indéfendable, laisse-moi te clarifier quelque chose de brutal. Je ne parle pas de manquer de respect aux femmes. Je parle de les respecter suffisamment pour reconnaître que ce sont des êtres complexes avec de multiples versions d'elles-mêmes. Des versions qu'elles activent selon le contexte, selon avec qui elles sont, selon ce qu'elles ont besoin de projeter. Et toi, tu n'as probablement vu que les versions sûres, les versions socialement acceptables, les masques. Tu n'as jamais vu la version réelle, la version crue, la version qui émerge quand toutes les pressions sociales disparaissent et qu'il ne reste que la biologie pure. Machiavel a écrit quelque chose dans Le Prince que la majorité ignore parce que c'est trop inconfortable. Les hommes jugent généralement plus par les yeux que par les mains, car il est donné à tous de voir, mais à peu de toucher. Traduction brutale. Ce que tu vois n'est pas ce qui est. Tous peuvent voir la comédie, le masque, la performance sociale, mais seuls quelques-uns touchent la vérité. Et avec les femmes, ce n'est pas une métaphore. C'est littéral. Il y a 3 versions d'elles. 3 personnalités complètement distinctes qui s'activent dans des contextes spécifiques. Et 90% des hommes restent coincés à n'en voir que 2. Les 2 masques publics, sans jamais, au grand jamais, arriver à la 3e. Sans jamais toucher le réel. Aujourd'hui, je vais te montrer les 3. Je vais t'apprendre à les identifier. Et plus important, je vais te révéler comment forcer la version authentique à émerger avec toi. Mais je te préviens, une fois que tu verras ça, une fois que tu comprendras le schéma, tu ne croiras plus jamais un seul mot de ce qu'elle dit sur qui elle est. Et si tu veux le système complet, si tu veux les techniques exactes qui obligent la primitive à émerger avec toi, si tu veux arrêter d'être l'homme qui ne voit que des masques et devenir l'homme qui accède à la femme réelle, ce code est dans le code de l'obsession. Des techniques calibrées qui créent les conditions psychologiques où elle ne peut pas soutenir la comédie, où elle a besoin de baisser la garde avec toi. Le lien est dans le premier commentaire épinglé. Maintenant, laisse-moi te montrer les 3 versions. Le premier masque est celui que le monde connaît, la professionnelle. C'est la version qui apparaît au travail, avec la famille, dans les dîners formels, quand il y a des gens qui peuvent la juger. Elle est civilisée, contrôlée, rationnelle et complètement fabriquée. Dans cette version, elle te parle de valeurs, d'égalité, de respect mutuel. Elle dit qu'elle cherche une connexion émotionnelle profonde. Que le physique ne lui importe pas tant que ça. Qu'elle valorise l'intelligence et la stabilité. Elle dit qu'elle déteste les jeux. Qu'elle veut de l'honnêteté. Qu'elle apprécie quand un homme s'ouvre émotionnellement. Tout est mensonge. Pas un mensonge intentionnel. Un mensonge fonctionnel. C'est ce qu'elle a besoin de dire pour garder sa réputation sociale intacte. Pour ne pas être jugée. Pour s'intégrer dans le récit de la femme moderne, évoluée, consciente. Et voici la première erreur fatale que commettent les hommes. Ils tombent amoureux de cette version. Ils croient que s'ils sont exactement ce que la professionnelle dit vouloir, s'ils sont respectueux, émotifs, vulnérables, honnêtes, ils vont la conquérir. Écoute ça avec attention, mon pote, parce que ça va faire mal. La professionnelle ne ressent pas d'attirance. La professionnelle évalue la convenance. Elle est en train de te mesurer comme candidat social. Es-tu présentable? As-tu un travail décent? Peux-tu tenir une conversation dans un dîner de famille sans lui faire honte?
Si tu passes ce filtre, félicitations. Ça ne signifie pas que tu l'as conquise. Ça signifie que tu n'as pas été écarté d'entrée. Rien de plus. Tu es un aspirant acceptable, un numéro sur sa liste d'options viables. Mais l'attirance viscérale, la chimie réelle, le type de désir qui la fait penser à toi quand elle est seule la nuit, ça ne vient pas de la professionnelle. Cette version ne s'excite pas avec des valeurs. Elle ne s'excite pas avec des conversations profondes sur le féminisme. Elle ne fantasme pas sur l'homme qui pleure ouvertement en exprimant ses sentiments. Elle le dit, mais elle ne le ressent pas. Et la preuve est dans ses décisions. Observe avec qui elle finit. Observe pour qui elle brise ses propres règles. Observe qui la fait vérifier son téléphone toutes les 5 minutes, incapable de dormir. Ce n'est pas l'homme qui a rempli la liste de contrôle de la professionnelle. C'est l'homme qui a activé quelque chose de complètement différent. Mais attends, car la professionnelle n'est pas le seul masque. Il y en a un deuxième, et c'est là que la majorité des hommes se trompent brutalement. Le deuxième masque émerge quand elle est avec ses amis, sur Instagram, dans les fêtes, dans des contextes où elle peut se lâcher sans conséquences professionnelles ou familiales. C'est la sociale. Et ici, c'est ici que les hommes commettent l'erreur la plus humiliante de toutes, parce que la sociale semble sexuelle. Elle poste des photos provocantes, porte des vêtements ajustés, danse sensuellement dans des vidéos, parle de sexe ouvertement avec ses amis, rit de blagues osées, et l'homme naïf voit ça et pense « Parfait, alors elle est ouverte sexuellement. Je peux lui parler de cette façon, je peux être direct. » Et il procède à lui envoyer des messages sexuels, et elle le bloque. Elle le met sur sa liste de harceleurs. Elle raconte à ses amis l'histoire de l'idiot qui ne pense qu'au sexe. Elle l'utilise comme exemple de « Pourquoi les hommes sont des ordures ?» Pourquoi? Parce que la sociale n'est pas sexuelle. Elle est performative. Elle joue la sensualité pour rivaliser avec d'autres femmes, pour accumuler de la validation, pour construire un personnage de femme sûre d'elle que ses amis envient et que les hommes désirent à distance. Mais ce n'est pas une invitation. C'est une scène contrôlée où elle décide qui peut franchir la ligne et qui ne peut pas. Où elle a tout le pouvoir parce qu'elle contrôle l'accès. Et l'homme qui essaie de forcer cet accès en se basant sur le fait qu'elle a l'air sexuelle vient de démontrer qu'il ne comprend pas le jeu. Il vient de révéler qu'il est réactif, qu'il n'a pas de contrôle, qu'il répond aux stimuli comme un chien de Pavlov. La sociale est un test. Elle mesure qui a assez de maîtrise de soi pour voir l'appât et ne pas mordre. Qui peut être proche d'une femme visuellement sexuelle sans devenir un nécessiteux pathétique suppliant pour de l'attention? Car tu verras, les deux premières versions ont quelque chose en commun que tu as besoin de comprendre avec une clarté brutale. Toutes deux sont des masques publics. Toutes deux sont des comédies pour des audiences sociales. Toutes deux sont conçues pour contrôler comment le monde l'aperçoit. Aucune des deux n'est réelle. Dans aucune des deux, elle ne baisse la garde. Dans aucune des deux, tu ne vois sa vraie nature. Tu vois du théâtre, de la performance, de la gestion de réputation. Et si après des mois avec quelqu'un tu as seulement vu ces deux versions, mon frère, tu as un problème sérieux que tu as besoin d'affronter maintenant. Alors, laquelle est la réelle? Assure-toi de retenir ça, parce que ce que je vais te révéler maintenant détruit complètement l'image que tu as de qui elle est. Il existe une troisième version, une version sauvage, primitive, sans filtres sociaux, sans masque de réputation. Une version que très peu d'hommes voient. Pas parce qu'elle est difficile à activer, mais parce que la majorité des hommes sont tellement occupés à bien se comporter, à être respectueux, à suivre les règles que la professionnelle proclame, qu'ils ne créent jamais, au grand jamais, les conditions pour que la primitive émerge. Et celle-là, c'est la femme réelle, celle qui ne joue pas pour des audiences, celle qui ne gère pas de réputation, celle qui ne contrôle pas chaque mot par peur d'être jugée, celle qui est simplement crue, instinctive, sans excuse. Et une fois que tu la vois, une fois que tu réussis à ce que cette version apparaisse avec toi, tout le reste devient non pertinent, parce que tu as finalement arrêté de parler avec des masques. La troisième version, la primitive. C'est la femme sans société, sans filtre, sans peur du jugement. C'est de la biologie pure, de l'instinct brut, du désir sans rationalisation. Et ce qu'elle fait, ce qu'elle veut, ce qu'elle fantasme dans cette version, contredit complètement tout ce que la professionnelle prêche. Dans la primitive, elle se fiche de sa réputation. Elle ne contrôle pas ses impulsions. Elle ne rationalise pas ce qu'elle ressent.
Elle se livre sans stratégie ni calcul, elle accède à des fantasmes qu'elle nierait publiquement avec horreur. C'est la femme qui gémit sans pudeur, qui te griffe le dos, qui te demande des choses qu'elle n'admettrait jamais, jamais devant qui que ce soit d'autre. C'est la femme qui lit ses livres de romances sombres en cachette, qui consomme du contenu qui lui ferait honte si quelqu'un le savait, qui a des fantasmes qui contredisent tout son discours public sur l'égalité et le respect. C'est la femme que ses amis ne connaissent pas, que sa famille ne peut même pas imaginer, qu'elle-même s'étonne parfois d'être quand les lumières s'éteignent. Et voici la partie qui va déranger tout le monde. Cette version n'émerge qu'avec des hommes spécifiques, pas avec tous, pas avec ceux qui font tout bien, pas avec ceux qui suivent le manuel de la femme moderne, seulement avec l'homme qui remplit 3 conditions non négociables. Premièrement, tu es véritablement imprévisible. Tu ne suis pas un script social, tu ne fais pas ce que tu es censé faire. Il y a quelque chose en toi qu'elle ne peut pas catégoriser facilement, qui ne rentre pas dans son modèle mental d'homme sûr et prévisible. Et cette incertitude, cette impossibilité de te contrôler avec des tactiques sociales normales, active quelque chose de primitif en elle. Deuxièmement, tu projettes de la domination sans demander la permission. Tu ne demandes pas. Tu ne demandes pas de validation. Tu ne vérifies pas constamment si ce que tu fais est bien. Tu assumes simplement. Tu prends, tu guides, sans t'excuser d'occuper de l'espace. Et quelque chose dans sa biologie, quelque chose de plus profond que n'importe quel conditionnement, répond viscéralement à cela. Troisièmement, tu crées un espace privé libre de jugement, où elle sent qu'elle peut baisser tous les masques parce qu'elle a confiance que tu ne vas pas l'exposer, tu ne vas pas la juger, tu ne vas pas utiliser ces moments de vulnérabilité contre elle. Cet espace est là où vit la primitive. Tu vois ce qui se passe ici? La primitive a besoin de sécurité émotionnelle, plus de l'attention érotique. Ce n'est pas l'un ou l'autre, ce sont les deux simultanément. Et c'est là que 95% des hommes s'écrasent contre le mur. Le type gentil a la sécurité émotionnelle, mais zéro tension érotique. Il est prévisible, il est sûr, il est ennuyeux. Alors elle ne descend jamais vers la primitive avec lui. Elle reste coincée dans la professionnelle. Elle l'apprécie, elle le respecte même, mais elle ne s'excite pas en pensant à lui. Le mauvais garçon a la tension érotique, mais zéro sécurité émotionnelle. Il est excitant, il est intense, mais il est aussi réellement dangereux. Alors elle expérimente des moments de la primitive avec lui. Mais ensuite elle regrette, elle rationalise, elle se rétracte, elle retourne au masque protecteur. L'homme qui maîtrise vraiment cela a les deux choses. Il est sûr sans être prévisible. Il est intense sans être destructeur. Il est dominant sans être réellement dangereux. Et cet homme ne voit pas seulement la primitive. Cet homme devient le seul espace où elle peut être complètement réelle. Et ça crée un niveau d'addiction émotionnelle qu'aucun type gentil n'obtiendra jamais avec des fleurs et de jolis mots. Machiavel comprenait quelque chose que la majorité des hommes modernes a complètement oublié. Dans Le Prince, il n'écrivait pas sur comment être bon. Il écrivait sur comment maintenir le pouvoir dans un monde qui punit la faiblesse et récompense la force déguisée en vertu. Et il a dit quelque chose de brutal qui s'applique parfaitement à ceci. Le prince doit savoir utiliser la nature de la bête et la nature de l'homme. Il doit être moitié lion, moitié renard. Pourquoi? Parce que le lion représente la force pure, la domination, la férocité. Mais le lion est maladroit, il tombe dans les pièges. Le renard représente la ruse, l'intelligence, la stratégie. Mais le renard ne peut pas se défendre par la force pure. Tu as besoin des deux natures. Et avec les femmes, ce n'est pas de la philosophie abstraite. C'est le manuel d'opération. Le lion est la tension érotique, la masculinité crue, la domination sans excuse, la force qui active la primitive. Le renard est l'intelligence sociale, savoir lire les contextes, créer l'espace sûr, comprendre quand montrer quel visage. Si tu n'es que lion, tu es le mauvais garçon qui l'excite, mais qu'elle ne peut pas intégrer dans sa vie. Tu es intense, mais insoutenable. Elle t'utilise pour explorer son côté primitif, et ensuite, elle t'écarte quand elle a besoin de retourner à la civilisation. Si tu n'es que renard, tu es le type gentil qu'elle respecte, mais qui ne l'allume pas. Tu es utile, mais pas désirable. Elle te garde proche parce que tu remplis des fonctions sociales, mais elle fantasme sur d'autres quand elle est seule. L'homme qui maîtrise vraiment cela est les deux.
Avec la professionnelle, il parle son langage. Il est impeccable socialement. Il répond aux attentes, mais ne se perd jamais dans ce rôle. Il n'oublie jamais que c'est du théâtre. Avec la sociale, il participe sans surinvestir. Il ne rivalise pas pour la validation numérique. Il ne devient pas réactif face à ses tests. Il maintient le cadre. Avec la primitive, il lâche le lion. Il domine. Il prend. Il guide sans demander la permission. Il crée l'espace où elle peut se rendre complètement sans peur. Et voici le secret qui sépare les hommes ordinaires des hommes qui comprennent vraiment le jeu. Il ne s'agit pas d'activer la primitive une fois et c'est tout. Il s'agit de créer un monde où elle peut vivre là avec toi, où elle n'a pas à choisir entre sa vie publique présentable et son moi authentique, où tu es le seul homme avec qui elle peut être toutes ses versions, sans peur. Parce que si tu commets l'erreur de rester seulement en lion, éventuellement elle retourne à la professionnelle et t'étiquette comme immature ou incompatible. Et si tu te relâches et deviens un pur renard domestiqué, elle retourne à la sociale et commence à chercher son lion ailleurs. L'équilibre ne finit jamais, et l'homme qui le perd tout. Maintenant laisse-moi te donner les signaux spécifiques, parce qu'une chose est la théorie, et une autre chose est de savoir lire la réalité quand tu l'as en face de toi. Signaux de la professionnelle. Elle parle beaucoup de ses plans de carrière, de ses valeurs, de ce qu'elle cherche chez un compagnon de vie. Les conversations sont rationnelles, logiques, prévisibles. Le contact physique est minimal et toujours contrôlé. S'il y a frôlement, elle le retire vite. Elle maintient une distance physique. Elle te présente dans des contextes formels. Famille, travail, dîner de groupe où tout le monde est en train d'évaluer. Et le plus révélateur, elle ne baisse jamais la garde. Elle ne perd jamais sa composture. Elle est toujours en marche, toujours en train de jouer la version présentable. Signaux de la sociale. Elle partage des mèmes et du contenu viral. Elle parle de ce qu'ont fait ses amis. Elle mentionne des sorties de groupe constamment. Elle poste du contenu sur les réseaux et attend que tu réagisses. Si tu ne le fais pas, elle demande pourquoi. Si tu réagis trop, elle t'ignore. Elle te traite comme un ami amusant. Il y a du confort mais zéro tension sexuelle réelle. Elle parle d'autres hommes devant toi sans gêne parce qu'elle ne te voit ni comme une menace ni comme une possibilité réelle. Et le signal définitif. Elle t'appelle frère, ami, ou t'inclut dans des conversations de groupe où clairement il n'y a pas d'intention romantique. Signaux de la primitive. La conversation a une tension sexuelle constante. Ce n'est pas forcé. Ce n'est pas gênant. C'est simplement là, dans chaque pause, dans chaque regard. Le contact physique est fréquent et escaladé progressivement. Elle cherche des raisons pour te toucher. Et quand tu la touches, elle reste là, elle ne recule pas. Elle partage des pensées qu'elle ne partagerait jamais en public. Des fantasmes, des peurs réelles, des désirs qui contredisent son image publique. Elle cherche la confidentialité avec toi activement. Elle invente des excuses pour être seule avec toi. Elle refuse d'inclure les autres dans les plans. Son langage corporel est complètement différent quand vous êtes seul. Détendu, rendu, sans défense. Elle te regarde différemment. Et tu le sais. Parce que ce regard, elle ne l'utilise avec personne d'autre. Et voici la vérité que personne ne va te dire si tu es depuis des mois avec quelqu'un et que tu ne reconnais que les signaux de la professionnelle et de la sociale. Tu n'es pas son vrai partenaire. Tu es une fonction sociale, un accompagnateur présentable, un nom dans son téléphone qui remplit des objectifs spécifiques mais qui n'active rien de profond. Et le pire, le plus dévastateur, c'est qu'il existe probablement quelqu'un d'autre, quelqu'un qui, lui, voit la primitive, quelqu'un qui reçoit les appels à minuit, les messages qu'elle efface après, les versions d'elle que tu n'as jamais vues, pas parce qu'il est plus attirant, pas parce qu'il a plus d'argent, mais parce qu'il comprend quelque chose que tu ne comprends pas. La version qu'elle te montre est la version que tu mérites de voir en te basant sur comment tu te comportes, parce qu'il y a quelque chose que tu as besoin de comprendre avec une clarté brutale sur ces trois versions. Ce n'est pas que l'une soit fausse et l'autre vraie au sens moral. Les trois sont réelles. Les trois existent à l'intérieur d'elle. Le problème n'est pas qu'elle ait trois versions. Le problème est que toi, tu t'es contenté des deux qui sont les plus confortables pour toi. Les deux qui ne te défient pas. Les deux qui te permettent de continuer à être le bonhomme sans jamais rien risquer. Et pendant que tu restes dans ta zone de confort, elle cherche l'homme qui a le cran d'exiger d'elle la version complète. C'est ici qu'entre le troisième principe de Machiavel et celui-ci.
celui-ci va déranger. Il a écrit « Il y a tant de distance entre la façon dont on vit et celle dont on devrait vivre, que celui qui délaisse ce qui se fait pour ce qui devrait se faire, apprend plutôt sa ruine que sa préservation. » Traduction sans filtre. Tu peux rester avec le fantasme de qui tu crois qu'elle est. La femme professionnelle et rationnelle qui prêche l'égalité. L'amie amusante des réseaux sociaux, où tu peux accepter la réalité, qu'il existe une troisième version, sauvage, contradictoire, primitive, et que si tu ne la vois pas, quelqu'un d'autre si. La distance entre comment elle devrait être et comment elle est en réalité. Cette distance est là où vit ta souffrance future. Parce que le jour arrivera où tu découvriras que la femme rationnelle et contrôlée que tu connais est complètement différente avec un autre homme, soumise, rendue, sans contrôle. Et ce n'est pas qu'elle t'a menti. Ce n'est pas qu'elle l'a caché par méchanceté. C'est que tu n'as jamais créé les conditions pour que cette version émerge. Tu es resté à attendre, à être patient, à être respectueux, à suivre les règles que la professionnelle t'a données. Alors qu'un autre homme a ignoré les règles. Il est allé direct à sa psychologie primitive et l'a activée. Est-ce juste? Non. Est-ce réel? Absolument. Et tu peux te plaindre de combien le jeu est injuste. Ou tu peux apprendre les vraies règles et jouer mieux que les 95% des hommes qui ne savent même pas qu'il existe un jeu. Ton choix. Alors, que fait l'homme qui comprend vraiment cela? Il ne se perd dans aucune version. Il ne commet pas l'erreur du type gentil qui reste coincé dans la professionnelle, croyant qu'être l'homme correct est suffisant. Il ne commet pas l'erreur du naïf qui pense que la sociale est une invitation alors que c'est un test. Et il ne commet pas l'erreur du mauvais garçon qui vit seulement dans la primitive et se demande ensuite pourquoi elle finit par l'abandonner. Il navigue les trois avec intelligence. Avec la professionnelle, il est impeccable. Il répond aux attentes sociales, mais n'oublie jamais que c'est du théâtre. Il ne se perd jamais dans le rôle. Avec la sociale, il participe sans surinvestir. Il ne rivalise pas pour la validation. Il ne réagit pas aux tests. Il maintient son cadre. Avec la primitive, il domine. Il crée l'espace. Il maintient l'attention. Il ne juge pas. Il n'expose pas. Il devient le seul endroit où elle peut être complètement réelle sans conséquences sociales. Le résultat, elle devient accro à cet espace, parce que c'est le seul endroit où elle n'a pas à jouer la comédie, où elle peut baisser tous les masques, où elle peut être sauvage sans peur. Et tu deviens le seul homme qui la connaît vraiment. Pas la version éditée pour LinkedIn, pas le personnage d'Instagram, la femme complète, avec toutes ses contradictions, avec tous ses côtés sombres. Pendant que les autres hommes se battent pour des likes et des conversations superficielles sur Netflix, tu opères à un niveau complètement différent de connexion. Ce n'est pas de l'amour romantique, mon pote, c'est de la domination psychologique. Mais il y a une erreur fatale qui tue ça. Une erreur que commettent même des hommes intelligents. Essayer de forcer la primitive trop tôt. Voir une femme en mode social. La voir poster des photos sensuelles. Parler de sexe avec ses amis et penser. Parfait. Alors je peux être direct sexuellement dès maintenant. Non, c'est le piège. Parce que la sociale semble sexuelle. Mais c'est de la performance. C'est du contrôle. C'est elle qui mesure qui a assez de maîtrise de soi pour ne pas mordre à l'hameçon immédiatement. Si tu essaies de forcer la primitive en te basant sur le fait qu'elle a l'air sexuelle, tu viens de démontrer que tu es réactif, que tu n'as pas de contrôle, que tu réponds aux stimuli comme un animal affamé, et elle t'écarte. Elle te met dans la catégorie du harceleur, elle te bloque, elle t'utilise comme exemple des hommes qui ne pensent qu'à une seule chose. La primitive ne se force pas, elle s'invite, on crée le contexte correct. On génère une sécurité émotionnelle réelle, on construit une tension progressive sans être anxieux, et quand tous les éléments sont alignés, elle baisse elle-même le masque. Volontairement, sans que tu aies à pousser, sans que tu aies à supplier, sans que tu aies à tenter des trucs, comme un adolescent maladroit. C'est la différence entre l'homme qui essuie des rejets humiliants constamment et l'homme qui crée des conditions où elle se rend par sa propre décision. Alors, que fait l'homme qui comprend vraiment cela? Il ne se perd dans aucune version. Il ne commet pas l'erreur du type gentil qui reste coincé dans la professionnelle, croyant qu'être l'homme correct est suffisant. Il ne commet pas l'erreur du naïf qui pense que la sociale est une invitation alors que c'est un test. Et il ne commet pas l'erreur du mauvais garçon qui vit seulement dans la primitive et se demande ensuite pourquoi elle finit par l'abandonner.
Il navigue les trois avec intelligence. Avec la professionnelle, il est impeccable. Il répond aux attentes sociales, mais n'oublie jamais que c'est du théâtre. Il ne se perd jamais dans le rôle. Avec la sociale, il participe sans surinvestir. Il ne rivalise pas pour la validation. Il ne réagit pas aux tests. Il maintient son cadre. Avec la primitive, il domine. Il crée l'espace. Il maintient l'attention. Il ne juge pas. Il n'expose pas. Il devient le seul endroit où elle peut être complètement réelle, sans conséquences sociales. Le résultat, elle devient accro à cet espace, parce que c'est le seul endroit où elle n'a pas à jouer la comédie, où elle peut baisser tous les masques, où elle peut être sauvage sans peur. Et tu deviens le seul homme qui la connaît vraiment. Pas la version éditée pour LinkedIn, pas le personnage d'Instagram. La femme complète, avec toutes ses contradictions, avec tous ses côtés sombres. Pendant que les autres hommes se battent pour des likes et des conversations superficielles sur Netflix, tu opères à un niveau complètement différent de connexion. Ce n'est pas de l'amour romantique, mon pote. C'est de la domination psychologique. Voici la vérité sans filtre. La femme que tu as rencontrée en public n'existe pas en privé. C'est la première vérité que tu as besoin d'accepter. La deuxième, la version qu'elle te montre ne dit rien sur elle. Elle dit tout sur toi, sur ta capacité à créer des contextes, sur ta domination émotionnelle, sur ta compréhension du jeu réel. Et la troisième vérité, la plus brutale de toutes, si tu ne vois que la professionnelle et la sociale, si après des mois tu ne reconnais que ces deux versions, tu n'es pas son partenaire, tu es un accessoire fonctionnel dans sa vie, celui qui remplit des rôles sociaux, celui qui est bien pour être présenté, celui qui remplit des espaces vides, mais tu n'es pas l'homme qui l'obsède. Tu n'es pas celui qui occupe son esprit quand elle est seule à 2 heures du matin. Tu n'es pas celui qui active sa version la plus réelle. Et ça devrait te déranger profondément. Parce que tu mérites plus que d'être le petit ami officiel, pendant qu'elle garde ses vrais fantasmes pour des souvenirs d'autres hommes. Tu mérites plus que d'être le plan B présentable, pendant qu'elle désire l'intensité qu'elle n'a ressentie qu'avec quelqu'un qui comprenait le jeu mieux que toi. Les femmes ont 3 personnalités. La professionnelle, civilisée, rationnelle, contrôlée, c'est le masque pour le monde. La sociale, performative, compétitive, validatrice, c'est le masque pour la tribu. La primitive, crue, instinctive, rendue, c'est la femme réelle. Seule une est authentique. Et seul l'homme qui comprend cela. Seul l'homme qui a le cran d'exiger la version complète. Vois cette femme. Maintenant, la décision t'appartient. Tu peux continuer à être l'homme qui ne voit que des masques, celui qui se contente des versions sûres, celui qui ne risque jamais, celui qui n'accède jamais au réel. Ou tu peux devenir l'homme qui comprend le jeu complet, celui qui sait créer les conditions exactes pour que la primitive émerge, celui qui domine les techniques calibrées qui obligent sa psychologie à se rendre, celui qui comprend les erreurs fatales qui disqualifient instantanément, celui qui lit les signaux microscopiques qui indiquent quand escalader. Ce système complet, ce code exact de domination psychologique, est dans le code de l'obsession. Ce n'est pas de la théorie, ce n'est pas de la motivation. C'est un protocole étape par étape pour accéder à la version d'elle que 95% des hommes ne verront jamais. Si tu veux vraiment arrêter d'être un accessoire dans la vie de quelqu'un, si tu veux vraiment devenir l'homme qu'elle ne peut pas sortir de son esprit, si tu veux vraiment qu'elle te voie comme le seul espace où elle peut être complètement réelle, le lien est dans le premier commentaire épinglé. Le choix t'appartient. Je vais te révéler quelque chose qui va sonner comme un blasphème, dans un monde qui vénère la souffrance romantique comme si c'était une vertu. La douleur que tu ressens quand une femme te rejette, quand elle t'ignore, quand elle en choisit un autre, cette douleur qui te paralyse, qui te consume, qui te fait remettre en question ta valeur en tant qu'homme, cette douleur n'est pas de l'amour, elle ne l'a jamais été, c'est de l'addiction. Et comme toute addiction, elle a une chimie spécifique, un mécanisme neurologique, une architecture psychologique qui, une fois que tu la comprends, s'effondre complètement. Je ne vais pas te donner de technique pour la récupérer. Je ne vais pas t'apprendre comment la faire revenir. Je vais faire quelque chose de bien plus radical.
Je vais te montrer comment désactiver de façon permanente ta capacité à souffrir pour elle ou pour n'importe quelle autre femme. Et quand tu y parviendras, quand tu l'intégreras vraiment, non seulement tu cesseras de souffrir, mais tu deviendras complètement inatteignable pour le type de manipulation émotionnelle qui maintient des millions d'hommes en esclavage. La souffrance pour une femme n'est pas romantique, ce n'est pas profond, ce n'est pas la preuve que tu aimais vraiment, c'est la preuve que tu as investi ton identité dans quelqu'un qui n'avait ni la capacité ni l'intention de la soutenir. Et cet investissement erroné, cet effondrement de ton sens de la valeur dans l'approbation d'une autre personne, est exactement la même chose que fait un toxicomane quand il dépose toute sa capacité à se sentir bien dans une substance externe. L'alcoolique n'aime pas l'alcool. Il a besoin de l'alcool parce qu'il a détruit sa capacité à générer du bien-être intérieurement. Et toi, tu n'aimes pas cette femme. Tu as besoin de sa validation parce qu'à un certain point de ta vie, tu as cessé d'être capable de te valider toi-même. Et avant que tu continues à écouter, avant que cette vérité ne pénètre plus profondément, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Ce que je suis sur le point de t'enseigner est condensé dans un système complet que j'ai développé, appelé le code de l'obsession. Ce n'est pas un cours de plus, c'est l'architecture exacte de comment générer une attirance irréversible, sans poursuivre, sans supplier, sans jamais ressentir à nouveau ce vide qui te détruit quand elle s'en va. Le lien est dans la description ou dans le premier commentaire épinglé. Mais si tu veux continuer ce chemin ici, si tu veux comprendre la racine de pourquoi tu souffres avant d'apprendre comment ne plus jamais le faire, continue à écouter. Machiavel a écrit quelque chose dans ses discours sur la première décade de Tight Live que la majorité ne cite jamais, parce que cela détruit l'image simpliste qu'ils ont de lui. Il a dit que les hommes changent d'opinion volontiers, croyant améliorer leurs conditions, et cette croyance les amène à prendre les armes contre qui les gouverne. Traduite à ta situation, tu changes ton comportement constamment, pensant que si tu fais ceci ou cela différemment, elle changera sa perception de toi. Tu modifies ta personnalité. Tu ajustes tes mots. Tu calcules chaque mouvement. Tout ça parce que tu crois que tu trouveras la formule correcte qui fera qu'elle te valorise. Mais Machiavel est en train de t'avertir que cette recherche constante de la stratégie parfaite est exactement ce qui te maintient faible. Parce que tant que tu cherches la manière de changer sa perception, tu admets que sa perception est plus importante que ta réalité. Laisse-moi t'expliquer la mécanique exacte de pourquoi tu souffres. Il y a un neurotransmetteur appelé dopamine que ton cerveau libère quand tu anticipes une récompense. Pas quand tu l'obtiens, quand tu l'anticipes. C'est le détail crucial qui détruit les hommes. Quand elle te donne de l'attention, quand elle répond à ton message, quand elle te sourit, ton cerveau libère un jet de dopamine. Mais pas parce que tu l'as obtenu, mais parce que maintenant ton cerveau anticipe que tu peux en obtenir plus. Et cette anticipation devient addictive. Tu commences à vivre dans cet état d'attente constante. Chaque fois que ton téléphone sonne, il y a une petite partie de toi qui espère que c'est elle. Chaque fois que tu sors, tu scannes l'environnement en la cherchant. Chaque pensée a une connexion de retour vers elle. Et ça, ce n'est pas de l'amour. Ça, c'est ton cerveau piégé dans un circuit d'addiction. Et voici ce que personne ne te dit. Ce circuit se renforce chaque fois que tu souffres pour elle. Chaque fois que tu ressens cette douleur lancinante de son rejet. Chaque fois que tu vérifies obsessionnellement ses réseaux sociaux. Chaque fois que tu t'imagines avec elle. Tu es littéralement en train de renforcer les connexions neuronales qui te maintiennent accro. C'est exactement le même mécanisme qui fait qu'un joueur accro retourne au casino. La perte ne l'éloigne pas, elle l'accroche plus profondément, parce que maintenant il doit récupérer ce qu'il a perdu. Il doit valider que tout cet investissement émotionnel en valait la peine. Et tu es en train de faire exactement la même chose. Chaque moment de souffrance est un autre pari que tu fais en espérant qu'éventuellement, elle te donnera le paiement qui justifie toute la douleur. Mais il n'arrive jamais. Et sais-tu pourquoi? Parce que le jeu est conçu pour que tu perdes. Pas parce qu'elle est malfaisante, mais parce que la valeur que tu lui as donnée a été gonflée artificiellement par ton propre besoin, pas par sa valeur réelle. Tu as créé une version idéalisée d'elle dans ton esprit. Tu lui as attribué des qualités qu'elle n'avait peut-être jamais eues. Tu l'as transformée en la personnification de tout ce qui manque dans ta vie. Et maintenant tu es en train de souffrir pour la perte d'un fantasme, pas d'une personne réelle. Tu es en train de pleurer pour quelqu'un qui n'a jamais existé en dehors de ton imagination. Et la solution n'est pas de trouver une autre femme qui remplisse ce vide. Ça, c'est juste changer de drogue.
La solution est de comprendre que le vide existe parce que tu t'es trahi toi-même. À un certain point du chemin, tu as décidé que ta valeur dépendait du fait d'être choisi. Tu as décidé que ton bonheur nécessitait une validation externe. Tu as décidé qu'être seul était équivalent à échouer. Et ces décisions, ces croyances fondamentales, sont celles qui ont créé le vide que tu essaies maintenant de remplir avec l'attention d'une femme. Machiavel a observé dans Le Prince que beaucoup se sont imaginés des républiques et des principautés qui n'ont jamais été vues ni connues dans la réalité. Il y a tant de distance de la façon dont on vit à celle dont on devrait vivre, que celui qui délaisse ce qui se fait pour ce qui devrait se faire apprend plutôt sa ruine que sa préservation. Ceci est applicable à toi de façon dévastatrice. Tu as imaginé une version idéale de comment devrait être ta relation avec elle. Tu as créé un récit de comment devraient être les choses. Et maintenant tu souffres parce que la réalité ne coïncide pas avec ton imagination. Mais Machiavel est en train de te dire que tant que tu continues à vivre dans le monde du devrait, tant que tu continues à rejeter ce qui est vraiment, tu garantis ta propre destruction émotionnelle. La réalité est celle-ci. Elle ne t'a pas choisi, pas parce que tu es inférieur, pas parce qu'il y a quelque chose de fondamentalement brisé en toi. Simplement parce que son système d'attirance, ses besoins, ses désirs à ce moment spécifique de sa vie ne se sont pas alignés avec ce que tu offrais. Et ce n'est pas un jugement sur ta valeur. C'est simplement une information sur la compatibilité à un moment spécifique. Mais ton ego, ton besoin de sens, ton incapacité à accepter le hasard et l'incompatibilité ont transformé son rejet en un récit sur ton insuffisance. Et maintenant, tu portes ce récit comme s'il était une vérité absolue. Mais que se passerait-il si je te disais qu'il y a des hommes, pas beaucoup, mais ils existent, qui peuvent être rejetés par une femme et ne ressentir exactement rien? Ils ne feignent pas l'indifférence. Ils ne sont pas en train de réprimer la douleur. Sincèrement, ils ne souffrent pas, parce que leur sens de la valeur n'est pas connecté au fait d'être choisi. Leur identité ne s'effondre pas quand quelqu'un dit non. Et leur bonheur ne dépend pas de l'attention externe. Et ils ne sont pas nés ainsi. Ils ne sont pas génétiquement supérieurs. Ils ont simplement reconstruit l'architecture psychologique qui détermine d'où ils obtiennent leur valeur. Et cette reconstruction commence par une question brutale que la majorité des hommes n'osent jamais se poser honnêtement. Qu'est-ce qui était brisé en moi avant de la connaître pour que son attention se ressente comme un salut? Parce que si tu étais complet avant elle, sa présence serait un ajout plaisant, mais pas une nécessité existentielle. Et si son absence te détruit, cela prouve que tu n'étais pas complet, qu'il y avait un trou, et elle l'a temporairement rempli. Et maintenant qu'elle est partie, le trou est toujours là. Mais le trou, ce n'est pas elle qui l'a créé. Le trou existait déjà. Elle l'a seulement révélé. Et voici la vérité qui libère. Ce trou ne se remplit pas avec une autre femme. Il se remplit en reconstruisant les parties de toi que tu as abandonnées dans ta recherche de validation externe. Cette carrière que tu as cessé de poursuivre parce que tu étais obsédé par elle. Ces amis que tu as négligés. Ce but que tu as enterré. Cette version de toi qui avait des rêves plus grands que d'être aimé par une femme spécifique. Tout cela continue de t'attendre. Mais tant que tu continues à regarder vers elle, tant que tu continues à espérer qu'elle revienne, tant que tu continues à souffrir de son absence, tu ne reviendras jamais à toi-même. Machiavel a écrit quelque chose dans ses lettres personnelles qui est moins connu, mais infiniment plus puissant. Il a dit que la fortune montre son pouvoir là où il n'y a pas de vertu organisée pour lui résister. Appliqué à ta situation, le rejet de sa part a seulement le pouvoir de te détruire parce que tu n'as pas construit la forteresse interne pour y résister. Pas parce que tu es faible, mais parce que tu as investi toute ton énergie à construire un château autour de l'espoir qu'elle t'aime, au lieu de construire de la force dans ta propre valeur. Et quand elle est partie, le château s'est effondré parce qu'il était construit sur du sable, sur un espoir externe, pas sur le rocher de ton propre fondement. Alors, comment construis-tu ce fondement? Comment deviens-tu le type d'homme qui peut être rejeté sans s'effondrer? Pas avec des affirmations positives. Pas en faisant semblant que cela ne t'importe pas, mais avec quelque chose de bien plus radical. Tu dois traverser la souffrance consciemment. Tu dois l'asseoir, l'observer, la disséquer sans te distraire, parce que la souffrance pour elle est un mensonge que ton cerveau est en train de te raconter.
Et tu ne peux voir le mensonge que si tu restes immobile assez longtemps pour l'examiner. Le mensonge dit « Sans elle, je n'ai pas de valeur. Sans elle, je suis incomplet. Sans elle, je ne peux pas être heureux. » Et chaque fois que tu agis comme si ce mensonge était vrai, tu le renforces. Chaque fois que tu vérifies son Instagram, tu es en train de dire « Ce mensonge est réel ». Chaque fois que tu fantasmes sur son retour, tu es en train de dire « Ce mensonge est réel ». Chaque fois que tu te compares à l'homme qu'elle a choisi à ta place, tu es en train de dire « Ce mensonge est réel ». Mais si tu t'arrêtes, si tu t'assieds avec la douleur sans rien faire pour l'éviter, si tu l'observes sans la juger, si tu te demandes d'où elle vient vraiment, tu commences à voir qu'elle n'a rien à voir avec elle. Elle a à voir avec des peurs que tu as portées depuis bien avant de la connaître. Peur de ne pas être suffisant, peur de mourir seul, peur qu'il y ait peut-être quelque chose de fondamentalement brisé en toi qui rend l'amour impossible. Ces peurs existaient avant elle, et elles existeront après elle, à moins que tu ne les affrontes directement. Et les affronter ne signifie pas les surmonter héroïquement. Cela signifie reconnaître que ce sont des histoires, pas des faits, que ce sont des interprétations, pas des vérités, que ton cerveau, essayant de te protéger, a créé ces récits de peur comme mécanisme de survie. Mais elles ne sont plus en train de te protéger. Elles sont en train de t'emprisonner. Et la dernière leçon de Machiavel que tu as besoin de graver dans ton âme est celle-ci. Dans ses discours, il a averti que là où il y a de grandes alternatives, les petits sacrifices sont ridicules. Traduit. Si ton alternative est de construire une vie si puissante, si pleine de buts, si indéniablement précieuse que le rejet de n'importe quelle femme individuelle devient statistiquement non pertinent, alors le sacrifice de laisser partir cette femme spécifique est ridiculement petit. Mais seulement si tu construis vraiment cette alternative. Seulement si tu arrêtes d'investir de l'énergie à ressusciter quelque chose qui est mort, et que tu commences à l'investir pour créer quelque chose de complètement nouveau. Et cela ne signifie pas oublier demain matin. Cela ne signifie pas que la douleur disparaîtra instantanément. Cela signifie que tu prends la décision consciente que chaque jour, chaque heure, chaque moment d'énergie que tu passais précédemment à penser à elle, tu le rediriges pour construire quelque chose qui n'appartient qu'à toi. Ton corps, ton esprit, ta carrière, ton art, ta contribution au monde, ton héritage. Et chaque fois que tu ressens la tentation de vérifier son profil, d'envoyer ce message, de fantasmer sur son retour, tu reconnais que cette tentation est l'addiction qui parle. Et comme n'importe quelle addiction, elle ne se brise qu'en lui refusant ce qu'elle veut de façon répétée, jusqu'à ce que le circuit neuronal s'affaiblisse et éventuellement meure. Et quand finalement tu arriveras de l'autre côté, quand tu auras vraiment tué l'addiction à sa validation, quelque chose d'extraordinaire se produit. Ce n'est pas que tu cesses de pouvoir aimer, c'est que ton amour devient libre. Tu n'aimes plus depuis le besoin, tu aimes depuis l'abondance. Tu ne cherches plus quelqu'un qui te complète. Tu cherches quelqu'un qui ajoute à une vie qui est déjà complète. Et c'est ça la différence entre esclavage et liberté, entre addiction et amour réel, entre souffrir pour une femme et choisir consciemment de partager ta vie avec quelqu'un qui est aussi complet en lui-même. Et si tu veux vraiment maîtriser cela, si tu veux avoir accès au système complet qui t'enseigne exactement comment reconstruire ta psychologie depuis zéro, pour que plus jamais tu ne donnes ton pouvoir à quelqu'un qui ne le mérite pas, tu as besoin de voir le code de l'obsession. Ce n'est pas de la motivation, ce ne sont pas de jolies phrases, c'est l'ingénierie exacte de comment devenir le type d'homme qui attire naturellement sans poursuivre, qui génère de la loyauté sans mendier, qui vit libre de la souffrance qui en ce moment même est en train de te consumer. Le lien est dans la description ou dans le premier commentaire épinglé. Prends-le ou non. Mais si ce que tu veux est vraiment changer, si ce que tu cherches est de ne plus jamais ressentir ce vide, alors tu sais exactement quoi faire. Ne souffre plus jamais pour aucune femme. Pas parce que tu deviens froid, mais parce que finalement tu es devenu complet. On se voit dans la prochaine vidéo.